Un tube fin de cuivre est utilisé comme pinceau, de la poudre colorée de pierre comme colorant. Petit à petit se fait le mandala. Dans les temples du Tibet, les moines considèrent la construction du mandala comme une pratique spirituelle. Le mandala est une miniature du monde, là où tout est en harmonie et tous les êtres sont égaux. Le mandala décrit plutôt un monde idéal. Aujourd'hui, nous cherchons encore un mode de vie plus proche de la nature. Au cours des milliers d'années d'entente avec la nature, on forme progressivement le savoir-faire adapté aux différents environnements. La partie ouest du Sichuan se trouve aux frontières du plateau Qinghai-Tibet. Selon la croyance traditionnelle tibétaine, tous les êtres ont leur divinité. Les montagnes de neige, les hautes montagnes et les lacs sont leur foyer. Autour d'un temple bouddhiste tibétain se trouvent des animaux sauvages. Le hoki blanc avec le corps blanc et les joues rouges est un animal spécial des monts Hongduan. Durant la période où ils élèvent les petits, les hoki blancs prennent le temps pour leur domaine d'existence. Les marmottes bobak aussi peuvent marcher à leur gré dans le temple. Elles paraissent très grosses, grâce à une vie sans souci. Pour les Tibétains des alentours, la marmotte bobak est comme un animal de compagnie. Avec elle, ils peuvent partager leurs aliments et bavarder, comme des amis.
Le lac Tuopru est un lac montagneux formé durant les mouvements des glaciers dans l'Antiquité. Avec l'eau limpide, il est comme une pierre précieuse garnie dans la forêt de la montagne de neige. C'est le lac saint numéro 1 de la région Krangba. Tous les matins, après la prière matinale, le jeune lama du temple traverse la forêt dense autour du lac pour voir ses vieux amis au lac Tuopru. Le triton géant sonnant dans la vallée, un changement délicat se déroule dans le lac calme. Sous l'eau, comme avoir entendu le corne d'appel, les poissons se rassemblent rapidement. Tous les jours, à ce moment, le jeune lama jette dans le lac du tsampa du temple. Et il partage avec les poissons du lac même ses amuse-bouches préférées. La réaction des poissons donne de la vivacité à la vallée. C'est le moment spécial du jeune lama. Les monts Rangduan sont un massif montagneux causé par la pression entre la plaque indienne et le continent euro-asiatique. Dans les monts et les vallées vivent de nombreux animaux rares tels que le gibbon, le macaque du Tibet et l'éléphant d'Asie. La culture du riz en Chine remonte au moins à 8000 ans. La riziculture en montagne est une initiative formidable des ancêtres des Rani. Par l'exploitation humaine depuis des siècles, les champs en terrasse transforment la montagne en terres humides. Dans le village des Rani, Chen Kronyo lave sérieusement des œufs. La riziculture occupe une place prépondérante dans la vie des Rani. Ces œufs sont préparés pour la fête des semis, la fête la plus importante de l'année. Mais maintenant, la plupart des jeunes Rani ont déjà quitté le village pour travailler ailleurs. Il est difficile pour eux de rentrer dans le pays natal tous les mois d'avril pour accueillir l'arrivée du printemps. Les Rani aux champs de terrasse s'éloignent du mode de vie traditionnel. Cependant, il existe toujours ceux qui font écho de l'appel de la nature, avec les rites transmis des ancêtres.
L'œuf coloré en rouge exprime la gaieté de la fête des semis et prévoit la bonne récolte à venir. L'agneau a mis 2 œufs rouges dans une petite cage soigneusement fabriquée et l'a mise autour du cou de son fils, dans l'espoir que celui-ci retienne par cœur la fête la plus importante des Rani. L'arrivée des hirondelles est accompagnée de la saison des semailles. On a déjà préparé des plants de riz. Les femmes mettent l'habit spécial de repiquage. Toutes les familles recevront l'aide des voisins et d'autres villageois. On se rassemble et on collabore. C'est la tradition depuis toujours. Au cours du repiquage, il faut se courber longtemps en travaillant au champ. Dans la région des Rani, ce sont plutôt les femmes qui accomplissent ce travail. Le repiquage terminé, les Rani mettent leur costume de fête magnifique. La vraie fête peut commencer. Dans les vallées des monts Rangduan, les Rani construisent un espace à 3 dimensions de forêts, de villages, de champs en terrasses et de rivières. C'est un art terrestre incomparable. Cuire les éléments, les sécher, puis rouler minutieusement la pâte à la main. Maintenant, Binchen, fabricant de l'encens tibétain à Lhasa, est en train d'en confectionner de manière traditionnelle. Cet encens utilisé au Tibet est fabriqué manuellement de plusieurs dizaines de plantes précieuses, comme le safran, le lotus bleu de l'Himalaya, le musc, le Drylopalanops aromatica gaernt. Ces matériaux aromatiques sont utilisés à proportions différentes. Par de nombreux procédés, comme écraser les matériaux, les mélanger, les cuire, etc., on obtient enfin de l'encens tibétain qui comporte l'essence de la nature. Les fabricants d'encens doivent tout faire eux-mêmes au cours de toutes les étapes. Chaque fabricant a sa propre recette. Les matériaux se transforment à plusieurs reprises chez Rinchen. Maintenant, c'est le dernier procédé de fabrication de l'encens tibétain.
Avec l'esprit calme, la fabrication de l'encens tibétain dépend du savoir-faire du fabricant. Ce processus est un parcours de sublimation. Depuis qu'il est devenu apprenti, Rinchen a mis 10 ans pour maîtriser petit à petit le secret de la fabrication. Le don de la nature entre dans notre vie par l'intermédiaire du travail de Rinchen. Montrer une Chine de beauté qu'on n'a jamais vue. Émission frappante, la nature. Le printemps est la saison au cours de laquelle tout pousse. Au mont Xiaoliang, dans la province du Sichuan, comme tous les printemps, le prêtre Dei fait une prière spéciale de sa propre manière pour que tout soit dynamique à la montagne. Junzhang, jeune homme de l'ethnie Dei, affûte sa faucille. Il va entrer dans la montagne au printemps. C'est le meilleur moment pour ramasser des plantes alimentaires fraîches et des plantes médicinales précieuses. Junzhang a encore 3 compagnons. Ils vont passer une quinzaine de jours dans la montagne. Bien qu'ils aient grandi dans la forêt de montagne, il existe encore un grand nombre de difficultés à surmonter ici. Dans la forêt à larges feuilles, la famille de macaques du Tibet passe le meilleur moment de l'année. Toutes les plantes germent dans l'environnement humide du printemps. C'est leur nourriture préférée. Il est facile de trouver des aliments. Ils ont donc le loisir de s'amuser dans la forêt. Le seul ennui est la pluie continuelle du printemps. Le macaque du Tibet est une espèce unique à la Chine. En général, des dizaines, même des centaines de macaques vivent ensemble. Ils sont les plus grands macaques du pays. Avec la pluie, les températures baissent dans la forêt. Les nouveau-nés aiment s'amuser.
Le plus grand mâle est le chef du groupe. Il est plus habitué au relief de cette région que les autres membres. Le roi singe monte sur la falaise et fait appel à ses subordonnés par un cri spécial. Après la pluie, les ruisseaux de la montagne augmentent beaucoup, ce qui rend le monde inconnu aux coccinelles. Ces ruisseaux prennent leur origine dans la montagne nuageuse. En passant par des rochers, se jettent dans le fleuve Dadu, puis viennent alimenter le fleuve Minjiang, pour enfin influer vers le fleuve Yangtze. À sa sortie de la province du Sichuan, celui-ci est une fois plus abondant qu'avant. Les monts du sud-ouest, dont les précipitations sont abondantes, constituent l'approvisionnement en eau le plus important du fleuve Yangtze. Un ruisseau remontant bloque le chemin de Dunjiang et de ses compagnons. Enfin, il trouve un pont de bois pour traverser la rivière. La partie d'altitude élevée du mont Xiaoliang se trouve loin du monde des humains. Rares sont ceux qui peuvent y arriver. Ce sont seulement ceux qui habitent ici de génération en génération qui se familiarisent avec ces ruisseaux, ces monts et la forêt vierge. Ce voyage difficile est enfin récompensé. Dunjiang et ses compagnons finissent par trouver leur but, le Gastrodia elata, une plante médicinale rare de la médecine chinoise. Après une quinzaine de jours de voyage dans la forêt, Dunjiang rentre à la maison avec plein de récompenses. Les Yi vivent dans les montagnes élevées et escarpées. Leur vie dépend des produits de la montagne. Le mont Trongbai constitue une ligne de démarcation entre le fleuve Yangtze et le fleuve Huaihe. La vapeur venant du sud traverse le mont Trongbai pour former une chute d'eau vaporeuse. Les nuages prévoient la pluie. La saison de la pluie de prune, qui n'existe que dans la région du fleuve Yangtze et du fleuve Huaihe, dure 50 jours. Les précipitations de cette saison représentent les 3/4 de celles de toute l'année. C'est la source du fleuve Huaihe. Le bassin du fleuve Huaihe est entouré de 3 côtés par des montagnes et s'étend sur 5 provinces. Il a plus de 40 grands affluents. Les précipitations se ressemblent à la saison de la pluie des prunes, d'autant plus qu'il a un grand nombre d'affluents et que le relief en aval est plat. Le fleuve Huaihe devient ainsi le fleuve dont l'inondation est la plus fréquente en Chine, soit une fois tous les 3 ans. Dans la fameuse région de retenue Manghua, au milieu du fleuve Huaihe, est au champ avec grand soin. Cependant, leur diligence n'aboutit pas forcément à une bonne récolte. Une fois que le niveau de l'eau du fleuve Huaihe dépasse la ligne d'alerte, cette région sera inondée. Par rapport à la culture des céréales, l'élevage des oiseaux nageurs est sans doute un bon choix.
Habitant au bord du fleuve Huairhe, on doit faire face à certaines réalités. Les villages sont tous construits sur des digues et des terrasses artificielles élevées, de crainte que les habitants perdent leur maison lors de l'inondation. Avec 5 barrages, une trentaine de réservoirs, une vingtaine de régions de retenue, des milliers de kilomètres de digues, le fleuve Huairhe devient un fleuve bien aménagé. Au cours de plusieurs dizaines d'années d'efforts, les Chinois ont appris à s'entendre en paix avec un fleuve qui déborde souvent.